Bienvenue dans la Matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 51 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Avant de commencer, je voulais prendre quelques minutes en rapport à l'actualité du mois de juin 2020 avec la mort d'un homme noir à Minneapolis, George Floyd, qui a déclenché une très grosse prise de conscience, j'espère, contre le racisme dans le monde entier, et notamment pour moi. Je me suis exprimée déjà sur ce sujet dans les réseaux sociaux. Et je voulais juste vous dire que jusqu'ici, je le réalise, j'ai échoué dans ce podcast à donner la parole à des personnes qui représentent un échantillon réel de la société, à mettre en avant plus de diversité. Et je voulais le dire, ici, dans ce podcast, je m'engage à m'ouvrir beaucoup plus à l'avenir. Et les 50 prochains épisodes ne seront pas blancs, mais il y aura bien de la diversité dans la voix et dans les profils. Merci à vous, en tout cas. Ce dimanche 7 juin, c'est la fête des mères, alors merci à Hugo, Amélie, Timothée, Franck, Benoît, Eric, Aurélien, Bastien, Julien, Florian, Antoine, Thibaut, Virgile et Damien qui ont pris la parole pour remercier les femmes de leur vie. C'est super maman. Je vous laisse écouter. Coucou mon amoureuse. J'envoie cette bouteille à la mer en espérant qu'elle trouvera sa destinataire. Voilà presque 1 an que notre petit crapaud est venu chambouler notre vie. Et honnêtement, je crois que c'est la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Tu sais, cette année, j'ai eu la chance non pas d'assister à 1, mais à 2 naissances. Et c'est pour ça que je veux que tu saches combien je suis fier de toi. Alors joyeuse première fête des mères, mais surtout, joyeuse matrescence. Il y a un peu plus d'1 an, tu es devenue maman. Tu as rêvé, espéré, pleuré, aimé, et nous avons rencontré notre fille. Depuis, tu consoles, tu joues, tu accompagnes, tu félicites, tu encourages, tu écoutes. En résumé, tu aimes. Qu'importe ce que la société renvoie, tu es maman. Tu es une maman merveilleuse. Alors joyeuse fête des mères. Emmanuel, le 31 mars dernier, avec notre petit Léon, tu nous as offert un 2e magnifique cadeau, 2 ans et demi après la naissance de Jeanne. L'accouchement a été long, difficile, et aujourd'hui encore, je sais que ça reste pour toi un traumatisme. Mais ce jour-là, tu as été d'un courage sans faille, tu as tout donné. Finalement, malgré la douleur, malgré la déception d'un accouchement qui ne correspondait pas forcément à ce que tu t'étais imaginé, tu as eu la force de tout donner pour donner la vie. J'admirerai toujours ta force et je t'en suis éternellement reconnaissant. Je t'aime. Coucou Louise, Alix a 1 an, ça y est. 1 an que tu es maman, 1 an que nous sommes parents. Une année sans grâce matinée, remplie de moments de bonheur, souvent simples, mais aussi marquée par quelques maladresses de ma part à ton égard, et je m'en excuse. Je sais que tu écouteras attentivement cet épisode, donc sache que tu es une mère parfaite et que je t'aime chaque jour un peu plus. Pas seulement parce que tu es devenue une mère, mais parce que tu es généreuse, sensible, attentionnée, enjouée, toujours aussi drôle et resplendissante. Tout ça en s'occupant d'Alix. Elle a pris un peu de nous deux, certes, mais un peu plus de toi vu son caractère. Je t'aime, maman du boubou. Bibiche, Léon fait la sieste, mais m'a chargé de te laisser un message. Donc, imagine-le avec sa voix de 2 ans presque et demi. Maman, je te souhaite une bonne fête. Profite bien de cette journée. Je t'aime fort. PS, j'espère que tu me donneras plein de coca-cola. Voilà, son message pas du tout intéressé. Je t'aime et passe une bonne journée. Coucou mon petit chaton, c'est ton magnifique compagnon des îles dont tu es si fier du bronzage. Écoute, aujourd'hui c'est la fête des mères et je voulais tout simplement te dire que tu es une merveilleuse maman et que Mia, du haut de ses 1 an,
peut déjà être très très fière de toi et de toute façon elle nous comble de bonheur, mais ça serait probablement pas possible sans toi. Voilà, je t'embrasse très très fort, mon petit chaton. Je souhaite une très bonne fête alors. Aurèle et moi, on est très fiers de toi. Tu es une maman en or, disponible 7 jours sur 7. Surtout ne change rien, mais pense aussi à toi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah, Aurèle, tu veux rajouter un truc pour maman ? Maman, Néné. Chère mère, en ce jour si particulier, je profite du podcast de Clémentine pour te souhaiter une joyeuse fête des mères. Merci de m'avoir donné 3 filles et d'avoir fait de moi un papa comblé. Comme tu le sais, mon première expérience de parent a été très compliquée et a permis de découvrir une femme forte et courageuse. Aujourd'hui, je sais que tu es prête à tout donner pour tes filles, et sache qu'à nos yeux, tu es la maman la plus radieuse. Alban et Garance se joignent à moi pour te dire que nous t'aimons très fort. Aurélien. Je profite de ce podcast pour souhaiter une très bonne fête à ma compagne qui est maman depuis un peu plus de 11 mois. Merci pour ce très beau cadeau, une petite fille qui nous comble de bonheur chaque jour. Je profite également de ce moment pour souhaiter une très bonne fête à ma mère qui nous accompagne tous les jours, que ce soit dans les moments les plus durs comme dans les moments les plus intenses et les plus beaux. Merci à vous deux, merci d'être là et merci à toutes les mamans pour ces fabuleux moments. Je voulais sauter sur l'occasion pour souhaiter une bonne fête des mères à ma femme Alicia, qui est devenue maman suite à l'arrivée de notre petite Louisa, le 15 février 2020. Donc que de chamboulements et que de bonheur en perspective. Merci tout particulièrement bien sûr de m'avoir fait découvrir ces podcasts par l'intermédiaire d'une amie qui se reconnaîtra si ce post est publié. Donc ça m'a permis dans un premier temps et ça nous permet de réfléchir, de prendre du recul sur l'évolution de bébé et d'intégrer au maximum finalement les informations que vous pouvez nous partager. Donc merci pour tout et à nouveau bonne fête des mères Alicia. Très bonne première fête des mères à toi Myrina. C'est une belle aventure qu'on vit depuis maintenant plusieurs mois, depuis le début de ta grossesse. Une aventure faite de haut, de bas, de joie, de peine, de moments durs, de moments... Une chose est sûre, tu es la meilleure maman pour notre petite fille, pour notre petite Aliénor. Et je t'aime très très fort. Merci pour tout ce que tu fais et bonne fête des mères. Mylène, depuis le temps que tu me parles d'être mère, je crois que c'est depuis que Marcus est dans ton ventre que j'ai réalisé à quel point c'était ancré en toi. Je vois cette force et cet amour que tu peux enfin déployer et c'est maintenant évident. Au fond de toi, t'étais déjà mère. Maintenant qu'il vit auprès de nous, il est le centre de ton univers et je constate chaque jour comme il a de la chance de t'avoir comme maman. Tu ferais tout pour lui et ça me remplit de bonheur de vous voir tous les deux. Je vous aime. Coucou Marine, je travaille tranquillement mes gammes avec Ulysse devant moi et on voulait te dire que... Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ah, bah ça valait le coup. Voilà, bonne fête des mères à toutes, aux mamans solo, aux mamanges, aux deuxièmes mamans, aux mères adoptives, aux belles-mères aussi qui s'occupent des enfants d'autres mamans. Et puis bonne fête à ma maman, à moi, ma maman d'amour. Allez, l'épisode. Partir plusieurs mois avec ses enfants en vadrouille à l'étranger, ça peut faire peur. C'est pourtant ce mode de vie qu'a choisi Solène avec ses 2 jumeaux, Andy et Noah, et son chéri, James. Solène vit au Porge, sur la côte atlantique, où elle tient un club de surf, et où elle vit en famille avec son compagnon de manière saisonnière. 6 mois sur la plage au travail et 4 mois à parcourir le monde. Au travers de son histoire, Solène distille des conseils précieux pour voyager. Elle raconte comment elle planifie, elle s'organise bien en amont pour passer 4 mois loin de son cocon avec ses jumeaux de 5 ans. Alors comment est-ce qu'elle gère l'école quand ses enfants sont absents de janvier à avril ? Comment on fait au niveau financier ? Quels sont vraiment les tips et les conseils à retenir ? Je vous le dis, cet épisode il est plein de super astuces. Bref, ça donne envie de partir avec eux. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Solène. Salut Clémentine. Merci beaucoup, t'es la première
personne que je peux enfin interviewer après ce confinement. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de ressortir, effectivement. De voir des humains en face à face et de pas être devant un écran, c'est quand même carrément mieux. Alors, tu as eu des jumeaux il y a 5 ans, oui. Andy et Noah. Est-ce que tu as eu la sensation de vivre une sorte de matrescence, de changement d'identité à leur naissance ? Oui, bien évidemment, ça nous a transformé notre manière de vivre. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai accouché prématurément. Donc, du coup, ils ont passé 1 mois à l'hôpital. En fait, on n'était pas avec eux. Donc, du coup, moi, cette période de matrescence, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, on s'est retrouvés avec des enfants, mais en même temps, on pouvait sortir le soir. On était à Bordeaux, on allait au resto. Enfin, c'était très, très bizarre, en fait, de visiter nos enfants dans la journée. Donc cette première partie, c'était pas du tout funky. Et puis ensuite, on a ramené les enfants chez nous et là, du coup, on a emménagé dans notre nouvelle maison le jour où on a ramené nos jumeaux de la maternité. Donc c'était vraiment beaucoup de changements en même temps. Et puis en plus, on est passé de 2 à 4, donc encore plus de changements forcément. Donc oui, c'est sûr que c'était un gros chamboulement. On est arrivé dans notre maison, on n'avait encore rien installé, on savait même pas où poser les couffins. Enfin, c'était assez drôle. Comment est-ce que tu as pris la nouvelle quand tu as su que tu allais avoir des jumeaux ? On a complètement paniqué. On était. Alors, en fait, dans ma famille, il y a des jumeaux, donc on avait quand même cette option-là dans un petit coin de notre tête. À la première écho, le gynéco n'avait pas vu 2 œufs. Enfin, voilà, on pensait que c'était une grossesse avec un seul enfant. Et du coup, deuxième rendez-vous, là, il commence à regarder. Et puis, on sentait qu'il y avait quelque chose qui était un peu pas normal. Enfin, pas, disons, surprenant. Et puis là, il me dit, mais vous avez des jumeaux dans la famille ? Je fais oui. Il me fait, ok, d'accord. Et donc là, il voit que qu'il y a 2 œufs. Donc moi je me suis mis à pleurer direct. James, lui, il était tout blanc, il a failli tomber dans les pommes, je pense. Il s'est retenu, mais voilà. Et là, donc c'était vraiment c'était un choc en fait. On s'y attendait pas du tout, on s'était pas vraiment projeté dedans. Enfin, nous, on avait bien l'intention de continuer à voyager, mais c'est vrai que pour le coup, ça nous inquiétait en fait. Enfin, on s'est dit, là, on a vraiment beaucoup de choses à revoir, à repenser. Même c'est bête, on venait juste d'acheter une voiture. En fait, la voiture, la poussette doux pouvait pas rentrer dedans, donc c'était juste un truc matériel en fait auquel on n'avait pas pensé. Voilà, plein de petites choses. On a commencé à annoncer la nouvelle progressivement, et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on a annoncé cette nouvelle à plein de gens différents que là, on a vraiment intégré ça. On était donc en pleine saison, on a une école de surf, donc là on a travaillé, on l'a annoncé, et puis en fait à la fin de la saison, je crois qu'on avait bien intégré et que du coup ça allait. Mais ça a mis du temps, ouais. C'était à combien de semaines la deuxième fois, enfin la deuxième écho ? Alors là, je pourrais pas c'était dans les 3 mois ou c'était la vraie deuxième écho Non, alors quand on est enceinte de jumeaux, on a des échos tous les 15 jours. Oui, mais je veux dire, toi, quand tu l'as su, avant qu'ils sachent que c'était des jumeaux, c'était tôt dans ta grossesse ou c'était... C'était assez tôt, ouais. Donc ça va, oui, t'as pas eu... T'as pas vécu 4 mois en te disant j'en ai qu'un Non. Oui. Non, c'était, je pourrais pas je me rappelle plus trop. Je sais que j'ai eu plein d'échos. Là, c'était l'écho chez le gynéco en fait, pas d'accord, la datation. à la radio. Voilà, oui. Ok. Ouais. Bon, deuxième rendez-vous gynéco, on va dire. Donc gros choc. Ouais, gros choc. Et donc tu l'as mentionné, vous avez un rythme de vie qui est particulier, vous voyagez beaucoup, vous avez une école de surf. Ouais. Ça t'a traversé l'esprit tout de suite quand t'as su que t'allais avoir des jumeaux, c'est comment on va faire pour continuer de voyager ? Ah oui, oui. Nous, on est, c'est vraiment notre mode de vie. On l'a basé là-dessus. En fait, avant de se rencontrer, on aimait déjà beaucoup voyager tous les deux. Ensuite, on a fait... moi, j'étais prof d'EPS avant et j'ai réussi à avoir 5 mi-temps annualisés. Donc, en fait, je travaillais de septembre à fin janvier. Et en fait, après, on pouvait partir. Donc, généralement, on partait février, mars, avril et on rentrait en mai. Donc, 4 mois de voyage. Donc, on avait ce rythme tous les deux. On a monté notre école de surf.
dans le même temps, en fait. Et donc, c'était vraiment notre rythme, en fait. C'était 4 mois où on était sur Bordeaux, où je travaillais, 4 mois où on partait en voyage et 4 mois où on était au Porge pour l'école de surf. Donc, effectivement, on ne voyait pas trop... nous, dans notre tête, on avait envie de construire une famille, mais c'était sûr qu'on voulait voyager avec nos enfants, quoi. Donc, au début, on se disait juste pour le temps de s'habituer, et puis après ça, se faire à ce mode de voyage. Et puis, mais c'est vrai que 2 d'un coup, on a fait waouh, ça va être un peu plus technique quand même, mais faisable. Donc, quand vous avez envisagé d'avoir un enfant, vous êtes déjà de toute façon dit, on ne changera pas notre mode de vie, on va continuer à partir 3-4 mois et revenir pour la saison. Est-ce que quand tes fils naissent, vous pouvez le faire la première année, ce mode de vie, ou vous attendez un peu ? Alors, on a attendu qu'ils aient 1 an, c'est-à-dire qu'ils sont nés en décembre, donc on a passé l'hiver au chaud. Salut, voilà. Oui, après là, de toute façon, le rythme avec des jumeaux, c'est vraiment un rythme de dingue en fait au début. Ils mangent toutes les 3 heures, ils mettent 1 heure à manger leur biberon. Ensuite, le deuxième se réveille, mais 1 heure à manger son biberon. Donc, il y a 1 heure de répit et puis ça recommence. Donc, dans tous les cas, on ne se serait pas vu partir tout de suite en voyage. Et puis, donc, on a laissé passer l'hiver. On a pris notre rythme avec eux. Ensuite, on a eu la saison d'été. Puis, on est reparti l'hiver d'après. Du coup, ils venaient d'avoir 1 an. Et alors, c'était comment ce premier voyage avec des jumeaux d'1 an ? Parce que je voulais t'avoir dans le podcast, que c'est un sujet hyper important, le voyage. En ce moment un peu moins, mais oui. Mine de rien, partir avec des enfants, ça angoisse beaucoup les parents. Ouais. Est-ce que vous avez choisi une destination loin au départ, ou vous avez fait au fur et à mesure ? Alors, donc, dans la première année, on est juste parti un petit peu en France. Bon, voilà, rien de transcendant. On est parti dans nos familles, on s'est fait des petites escapades. Donc ça, c'était tout près. Et pour ce premier voyage, je pense on pouvait pas faire plus loin parce qu'on a été en Nouvelle-Zélande. C'était le choix de destination, en fait. Alors, ça peut paraître insensé parce que c'est hyper loin, il y a beaucoup d'avions et tout. Mais en fait, nous, au niveau sanitaire, ça nous semblait être un pays... c'est un pays qui est super sûr. Les routes sont bonnes. Et puis, on avait envie d'aller dans ce pays depuis longtemps. Donc on s'est dit, voilà, c'est top. Il fait pas trop chaud là-bas. Et au niveau du climat, en fait, c'est inversé. Donc, c'est un peu comme l'été en France là-bas. Donc ça, c'était Nouvelle-Zélande, bim, premier voyage. Après, ça inquiétait beaucoup nos mères. Les grand-mères, elles étaient complètement en panique. Et puis il y avait beaucoup de gens en fait qui se disaient, mais vous êtes, franchement, vous engagez quand même partir comme ça longtemps avec des jumeaux 1 an et en plus loin. Et on était là, ouais, mais nous, on va recréer un peu notre mode de vie là-bas, c'est-à-dire qu'on avait prévu d'acheter une voiture, donc d'avoir une voiture avec nous. On avait prévu d'aller dans des maisons, donc on s'est déplacé de maison à maison, et puis finalement on avait notre matériel avec nous. Par contre, on était trop chargés, beaucoup trop chargés, mais en même temps on avait tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir vivre correctement avec eux en fait. On est trop chargé parce que t'as des jumeaux et que t'as un matos de fou. Quand on est parti, l'hôtesse de l'air, elle nous a demandé si on déménageait. En fait, c'était n'importe quoi. On avait 2 sièges auto, les lits parapluies. On avait James, il avait emmené ses planches de surf. On avait emmené un matelas allongé pour pouvoir être autonome partout. Enfin voilà, on était vraiment chargés, ouais. Donc vous restez 4 mois en Nouvelle-Zélande ? Alors du coup, on est parti en tout 3 mois et on a fait une étape à Bali parce qu'on voulait quand même couper la route et le décalage horaire, parce que ça c'était quand même, on s'est dit 12 heures, je ne sais plus combien il y avait, je sais plus si c'est 10 ou 12 heures, mais bon, c'est complètement inversé. On s'est dit là quand même ça va être tendu au niveau du décalage horaire et au niveau du trajet, donc on a coupé à Bali. Et là pour le coup, c'était un peu plus compliqué Bali, parce que pour le coup il fait très chaud, c'est humide, il faut faire hyper attention avec l'eau, que les enfants ne la boivent pas, donc rien que le fait de prendre un bain, en fait ça stresse parce qu'on ne veut pas qu'ils mettent l'eau à la bouche et tout. Donc c'est vrai que cette escale à Bali, c'était bien pour couper le trajet, mais après sur place, je pense qu'il y a des pays qui sont
plus adapté. Même si tout se fait, hein, mais c'est vrai qu'avec 2 d'un coup, on était un peu en stress, un peu plus qu'après en Nouvelle-Zélande où là, on a pu relâcher, on était comme chez nous, quoi. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne vous a pas vacciné puisque vous avez continué, évidemment. Ouais. Tu as un très chouette site qui s'appelle Trips and Twins, oui, Trips and Twins, où tu expliques tous les voyages que vous faites en famille, où tu donnes aussi beaucoup de petites astuces, de tips, où je sais qu'il y a beaucoup de parents qui te suivent, et notamment des parents avec des jumeaux quand même, c'est particulier. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage, de ce premier voyage avec des enfants, les choses à faire, à pas faire, et ce qui vous a aidé pour repartir la suite? Alors, ce qu'on a vraiment apprécié, c'est d'avoir notre voiture. Vraiment, ça, on a trouvé que c'était donc soit l'acheter, soit la louer. Enfin, c'était beaucoup plus simple avec des enfants d'avoir une voiture et de pouvoir être à notre rythme plutôt que de calculer les horaires de bus, porter tout le matériel, tout ça. Là, vraiment, avoir une voiture, je trouve que c'est, en tout cas avec des enfants en bas âge, quand on en a 2, c'est vraiment plus simple. On a vraiment apprécié d'avoir des maisons aussi, de pouvoir se faire à manger. Parce que partir dans des endroits où il faut aller au restaurant avec des petits, bah voilà, c'est pas pratique. Là, au moins, quand on se faisait à manger, on pouvait faire manger les petits en premier, les coucher, nous prendre notre temps après. Pareil, on leur faisait faire la sieste l'après-midi le plus souvent possible dans un vrai lit. Donc nous, on pouvait aussi se reposer. Donc ça, quand on a une maison, c'est vrai que c'est quand même plus simple. On a aussi... en fait, dans ce premier voyage, on a constaté qu'on avait un rythme un peu trop soutenu. Sur certains moments, en fait, on restait que parfois 1 nuit ou 2 nuits. Enfin, on était un peu resté sur notre mode de quand on voyageait avant. Et là, on a fait non, bah en fait, avec des petits, il faut vraiment se poser plusieurs jours. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur le 2e voyage. Donc, l'hiver d'après, on était en Australie. Et là, en fait, Encore un voyage hyper proche. Oui, voilà. On avait coupé avec la Thaïlande. Et du coup, là, on restait 1 semaine. On essayait vraiment de faire 1 semaine. Et on essayait de ne pas faire trop de route aussi. Parce que je pense qu'en Nouvelle-Zélande, il y avait des moments où on faisait peut-être un peu trop de route. Donc sur l'Australie, on s'était dit, on essaye de faire 1 semaine à chaque endroit et pas plus de 3-4 heures de route. C'est intéressant aussi ce que tu dis de quand on fait des gros voyages. Bon, tout le monde ne fait pas des aussi longs voyages, mais de couper les voyages, oui. De ne pas hésiter à faire des escales et de s'acclimater un petit peu dans chaque... Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est vrai que surtout quand c'est vraiment loin. Puis en plus, ça permet aussi de visiter un autre pays au passage. Mais là, on ne se serait pas vu. Hein. Enfin, c'est vrai, Nouvelle-Zélande ou Australie, c'est quand même super loin, quoi. Alors, tes enfants, à ce moment-là, ils ont à peu près 2 ans. Je réfléchis par rapport à ma fille où quand on change son rythme, il faut quand même beaucoup lui parler, l'habituer. Oui. Est-ce que toi, tes enfants, aussi parce qu'ils sont 2 et qu'il y a la gémellité qui joue dans les relations, et parce qu'ils sont habitués à ça, ils s'adaptent très facilement, ou vous les préparez longtemps à l'avance en faisant des jeux, des cahiers, je sais pas, comment vous mettez ça en place? Par rapport au voyage, tu veux dire, à chaque fois que vous repartez pendant plusieurs mois et que vous changez de rythme? On communique beaucoup avec eux, c'est vrai qu'on leur explique beaucoup les choses, même après dans le voyage, quand on va changer de maison, on leur dit, quand on arrive dans leur maison, dans une nouvelle maison, on leur dit combien il y a de dodo, tout de suite on voit où est-ce qu'ils vont dormir, enfin on essaye de retrouver quand même des petits rituels. Finalement on change pas tant notre rythme que ça, c'est vrai qu'on est alors je pense que c'est parce qu'on voyage longtemps, donc on a le temps de recréer vraiment une routine, mais on va toujours globalement manger à peu près aux mêmes heures. Alors c'est vraiment pas au quart d'heure près, mais dans l'idée, il y a le temps où on mange le matin, ensuite on joue, on fait des activités, on mange le midi, il faut encore la sieste. On a trop de la chance là, surtout pendant le confinement là, ils dormaient 2 heures, ils ont 5 ans. Donc là c'était trop bien. Donc ils font la sieste l'après-midi, c'est le moment où nous aussi on peut se reposer. Ensuite on repart un peu en balade. Le soir. Soit on mange ensemble, soit ils mangent avant nous. Mais globalement, on trouve toujours un petit rythme. Et c'est vrai qu'on leur explique beaucoup les choses. On leur dit, après, on va partir en moto voir ça, ou on va aller se baigner là, ou on va aller manger une glace. Enfin, il y a toujours on communique beaucoup. Ouais. C'est vrai que je pense que ça les aide à pas être perdus, à toujours savoir où ils sont. Puis c'est vrai qu'on est tous les 4, donc déjà notre repère familial il ne bouge pas,
Et puis ils nous sentent, j'en parlais avec quelqu'un d'autre, je pense qu'ils nous sentent aussi en confiance, donc du coup ça déteint sur eux, on va dire, ils sont pas stressés. Il y a des moments où on sent que les grands-mères notamment leur manquent, ça on le sent parfois dans le voyage, donc l'avantage maintenant c'est qu'on peut faire des FaceTime, des WhatsApp, enfin voir quand même les personnes en vrai et puis communiquer avec elles. Enfin, pas en vrai, mais bon, on s'est compris. Et ce qui leur manque aussi, c'est les jouets. C'est leurs jouets à eux, leur chambre. Donc ça, il y a des moments où on sent que c'est un petit peu long quand on part plusieurs mois. Mais on leur dit, après, voilà, si on était chez nous, on pourrait pas faire ce qu'on fait, aller nager avec des tortues, faire de la moto et aller sur des super plages. Enfin voilà, on pourrait même pas aller à la plage se baigner parce qu'il pleut et qu'il fait un temps pourri. Donc ils arrivent de plus en plus à comprendre. Alors tu as parlé de ce que ça peut leur manquer, tout ça, et surtout tu as parlé d'un truc important, la confiance des parents. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui flippent de prendre l'avion. Oui. Et d'aller loin avec les enfants parce que, on peut être clair, hein, l'avion il n'est pas adapté aux enfants, ni aux familles. Donc est-ce que tu as des astuces, des choses qui marchent vraiment bien avec les petits ? Je parle vraiment de l'âge qui peut être un peu difficile quand ils commencent à marcher et qu'ils veulent bouger, quoi. Ouais, et du coup, nous, donc quand tu veux dire quand ils commencent à ramper. Ouais, parce que il y a un âge où c'est plutôt simple, parce que tu les mets dans leur lit, le bassinet là qu'on peut réserver dans l'avion, et ils ont moins besoin de bouger. Puis il y a un âge où ils sont éveillés et où tout est intéressant dans l'avion. Ouais. En fait, on n'a jamais. Alors, le seul truc, c'est que on n'est pas tranquille, c'est-à-dire qu'il faut, on peut pas se dire, on va regarder un film tranquille comme on faisait avant sans enfants. Mais sinon. Quand on arrive à se passer le rôle, c'est-à-dire là il faut manger à tour de rôle pour qu'il y en ait toujours un qui s'occupe des enfants. Pareil, dès qu'ils dorment, il faut aussi en profiter pour se reposer. Et quand on gère ça, finalement les moments où ils sont et qu'ils ont besoin d'attention, on est à 100% avec eux. Donc c'est les petits jouets d'éveil pour les occuper, c'est aller marcher avec eux dans l'avion pour bouger un peu. Après, je m'étais un peu fritée un jour avec une hôtesse de l'air, en fait, parce que ils avaient juste besoin de bouger. Et du coup, ils étaient par terre à quatre pattes. Et en fait, elle me disait que la moquette était super sale et tout, ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que eux, pendant plusieurs heures, ils avaient juste besoin de gambader un peu. Ils commencent à ramper et tout. Donc là, c'était un peu compliqué. Pareil, dans les aéroports, en fait, entre deux avions, on essaye de les faire bouger pour qu'ils se dépensent. Enfin, voilà, ils en ont besoin. Et oui, c'est sûr que c'est pas forcément super propre la moquette qu'il y a. Mais bon, après, c'est difficile de tout maîtriser aussi. Et donc voilà, nous, on avait plutôt pris le parti d'essayer de les faire se dépenser à fond entre deux avions. Et puis dans l'avion, d'être avec eux, de faire ce qu'on pouvait. On n'a jamais eu la honte, comme on peut avoir peur avant de prendre un avion avec des petits. Enfin, je sais pas, ils étaient, ils pleuraient un tout petit peu, mais pas plus que normalement, pas des grosses crises. Donc je crois qu'il faut pas trop s'inquiéter en fait. Je pense que c'est ça, quand on stresse, derrière ils le ressentent et là ils le vivent pas bien. Alors qu'en fait, nous, ça s'est bien passé. Ils ont dormi sur les mêmes heures à peu près que d'habitude. On a essayé pareil. Alors, par contre, on essaye de respecter le même rythme. C'est-à-dire que alors déjà, moi, je mets mon téléphone pour pas qu'il change d'heure tout seul. Parce que normalement, les téléphones changent d'heure quand on se reconnecte. Donc, je le bloque pour savoir quelle heure il est en France. Et au niveau des rythmes, des repas, essayer de garder ça. Et souvent, en fait, en fonction du décalage, j'ajoute ou j'enlève un repas. Du coup, quand on t'anticipes quand même. Ah oui, tout ça, c'est une organisation, tu ne laisses oui. pas porter. Il y a quand même une organisation par rapport à tes enfants. C'est ça, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qui va être le mieux là, de faire une sieste là,
pour ensuite avoir un temps d'éveil et ensuite essayer de dormir pour la nuit. Ou, voilà, j'essaye vraiment en fonction du décalage de voir ce qui sera le mieux. Au niveau des repas, par contre, je suis anti-grignotage. Et je trouve que le fait d'avoir des repas, même si on en met un de plus, du coup, pour tenir avec le décalage horaire, en fait, le corps, il comprend qu'on reste quand même dans un vrai rythme. Pareil, on les met en pyjama sur le moment où ça va être l'heure de faire dodo pour la nuit. On va leur laver les dents. Enfin, voilà, on essaye de garder le même rythme qu'à la maison. Et puis après, normalement, ça se passe bien, en fait. Enfin, ils comprennent, en fait. Est-ce que quand tu réserves tes billets d'avion, tu réserves aussi en fonction de leur rythme à eux? Essaye de pas caler un vol de jour, essaye plutôt de caler des vols de nuit. Est-ce que tu t'arranges pour ça ou tant pis? Alors au début, j'essayais vraiment de caler des vols de nuit parce que je trouve que c'est le plus simple en fait. Parce que j'ai des enfants qui dorment bien dans l'avion la nuit. Il y en a peut-être aussi où c'est plus compliqué. Et puis après, il y a quand même l'aspect financier. Quand on est parti en Afrique du Sud, c'était un vol... Non, quand on est parti en Colombie, c'était un vol de jour. Au niveau tarif, c'était vraiment imbattable. Et donc, on a fait, allez, banco, on teste. Donc là, on faisait quand même pas trop les malins. Et puis, pareil, on s'est adapté. Et puis, ça s'est hyper bien passé parce que finalement, on est arrivé. Alors, j'avais été acheter plein de petits cahiers de coloriage, des jouets nouveaux. Ça, c'est très important de prendre des jouets nouveaux parce qu'en fait, quand c'est nouveau, il y a toute cette petite phase de découverte et tout qui peut durer des heures. Et puis, après, l'heure du repas... Après, c'était l'heure de la sieste. Ensuite, on a mis un petit dessin animé, je crois. Et il commençait à avoir l'âge de regarder les dessins animés. Et puis finalement, c'est passé tout seul aussi. Mais c'est ça, toujours cette histoire de rythme, en fait. De trouver de pas tout sortir les jouets en même temps, de faire un par un. Ok, maintenant, on regarde un dessin animé. Maintenant, on mange, donc on joue pas. On fait pas de dessin animé, on mange. Après, on dort. Et en fait, en structurant le temps, ça marche bien. Et est-ce que tu as la sensation, même si tu n'as pas d'autres enfants qui ne sont pas des jumeaux, mais le fait qu'ils soient jumeaux, ça aide quelque part parce qu'ils ont leur monde à eux, c'est des vrais jumeaux d'ailleurs, je te demande pas. C'est des vrais jumeaux, oui. Donc est-ce que tu as la sensation que ça peut aider, en voyage en tout cas, d'avoir leur cocon à eux deux? Ouais, tout à fait. Je pense que ça les aide surtout parce qu'ils jouent ensemble beaucoup. Et du coup, ça, c'est ce qui peut manquer, je pense, quand on voyage avec un seul enfant, c'est le manque de jeu avec d'autres enfants. Donc nous, on a cette chance-là. C'est vrai qu'ils des fois, ils s'occupent pendant des heures dans leur monde, encore plus maintenant qu'ils sont plus grands. Et après, pour nous, c'est une sacrée chance aussi, finalement, parce qu'ils ont le même rythme. Donc c'est facile de dire, voilà, maintenant, c'est l'heure de dormir pour tout le monde, et pas la plus grande ou le plus grand qui est en phase d'activité, et puis le bébé à gérer à côté. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance pour nous et c'est plus facile. Donc on se dit que finalement c'était bien. Oui, ce que j'allais dire, peut-être tu t'en rendais pas compte ça au début. Non, quand exactement. on t'a dit tu vas avoir des jumeaux. Mais non, mais en fait quand on a annoncé, je me rappellerai toujours, il y a une copine à moi qui est venue vers moi, elle me fait non mais attends, mais c'est génial d'avoir des jumeaux. Tu vas voir, ils vont jouer ensemble, ils vont être toujours au même rythme. En fait sa sœur avait des jumelles et là je me suis dit ouais, mais non, mais en fait je l'avais pas vu comme quelque chose de bien, on n'y avait pas assez réfléchi. Et en fait, passer les premiers mois qui sont vraiment, même année, qui sont vraiment tendus au niveau fatigue, c'est que du bonheur, mais c'est quand même hyper fatigant, faut pas se mentir. Finalement, non, on est trop contents. Ouais. Alors l'année d'après, vous faites un deuxième gros voyage, ils ont 3 ans. C'est pas une année encore où ils sont scolarisés, ou en tout cas ils peuvent rentrer en maternelle. Comment est-ce que vous avez envisagé après le passage avec l'école? Est-ce que vous les avez mis à l'école? Comment est-ce que vous gérez la scolarité? Ouais, alors attends, la première année, on était donc en Nouvelle-Zélande, deuxième année en Australie, là ils avaient 2 ans, et c'est la 3e année où donc ils avaient 3 ans. Ils sont rentrés en petite section de maternelle, et donc on est parti 3 mois en Afrique du Sud. Donc avant la rentrée, en fait, au moment des phases d'inscription, on avait demandé un rendez-vous avec la directrice de l'école pour expliquer notre vie, en fait. Enfin là, c'est un projet de voyage, mais c'est aussi un projet de vie puisque ça se répète, c'est notre rythme qui est basé un peu comme ça. Et du coup, elle était pas
contre. Nous, on avait super peur. Hein. On était là, bon, enfin voilà, on sait pas trop comment gérer. Et puis elle était pas contre en fait. Elle nous a dit je vais les mettre. Donc, enfin, on a réfléchi aussi sur le fait de les mettre dans la même classe ou de les mettre dans 2 classes différentes parce qu'on pouvait dans l'école. Là, on s'est dit bon, déjà nous, on préférait qu'ils rentrent dans la même classe pour la première année. Et puis on s'est dit en plus pour le voyage, c'est plus simple de faire comme ça. Et elle nous avait mis avec une maîtresse. Enfin, elle les avait mis avec une maîtresse qui est vachement branchée. Travail sur les continents et tout ça, donc c'était intéressant parce que une fois qu'on était en voyage, on était en contact avec elle et puis on lui envoyait des photos qu'elle montrait à la classe. On est vraiment resté en contact, on donnait des nouvelles, on a envoyé des cartes postales et au retour j'ai fait un diaporama en fait avec la classe. On a montré toutes les photos avec des petites vidéos et tout, donc c'était très sympa. Et le fait d'être resté bien en contact, pareil, on avait des photos des copains de classe. Donc les garçons, ils n'ont pas oublié leur classe et ça s'est vraiment très bien passé. Nous, on avait essayé aussi de faire des... Bon, alors, pas trop en petites sections quand même. Mais maintenant, on emmène des cahiers. Enfin, on les fait travailler en fait pour essayer de les garder à peu près sur le même rythme d'apprentissage que les autres de la classe. Oui, parce que, mine de rien, vous partez, c'est pas la fin de l'année. C'est dans l'année. Donc, c'est vrai que garder le lien, c'est important pour quand ils reviennent et qu'ils doivent se réadapter. Oui. Et est-ce que tu trouves que tes garçons, ils ont une capacité d'adaptation surprenante ? Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit comme ça ? Alors, moi, j'ai pas trop d'éléments de comparaison, du coup, mais moi, je pense, oui, qu'ils s'adaptent à plein de choses. Mais vraiment, en fait, j'ai du mal à comparer parce que je vois pas trop les autres enfants, mais c'est vrai que là, on leur fait faire tout un tas de choses différentes et ils s'adaptent aux nouvelles personnes qu'ils rencontrent. Ils apprennent à dire bonjour dans des nouvelles langues. Ils mangent de tout. Enfin, là, c'est sauf les trucs épicés forcément, mais voilà, on arrive à leur faire manger un peu de tout et ça, c'est important en voyage parce que sinon, ça peut vite être compliqué. Si les enfants ne mangent que une certaine marque de frites, par exemple. Donc, encore qu'on en trouve partout dans le monde, malheureusement. Oui, c'est vrai. Mais ouais, je pense qu'ils s'adaptent bien. Et puis après, les copains leur manquent un peu, mais c'est vrai que de garder le lien, ça va. Et puis je pense qu'on a... Enfin là, en fait, je le vois là avec l'histoire du confinement. Du coup... là pour le coup eux ils étaient pas trop perturbés exactement. Ils étaient habitués en fait. Ils étaient habitués. Nous en fait là le confinement on l'a un peu vécu comme un voyage mais chez nous parce qu'on était tous les 4 avec le rythme qu'on voulait. On faisait l'école un peu comme on voyage où on faisait aussi des choses. On gardait le contact avec les maîtresses. Enfin voilà, c'était un peu c'était assez marrant cette période. Enfin pas marrant mais on a revu beaucoup de choses similaires à ce qu'on vit en voyage en fait. Alors les 3 premières années, vous êtes partis dans des pays qu'on pourrait assimiler aux pays occidentaux. Est-ce que ensuite vous avez pris le parti d'aller dans des pays où c'est plus roots, où il y a moins de repères du monde occidental et de partir longtemps? C'était plus dès l'Afrique du Sud, du coup, où là, on savait pas trop à quoi s'attendre. Enfin, ouais, on a bougé vraiment les 3 mois, donc on a vu beaucoup de... C'était magnifique. Beau, c'est un de mes voyages préférés. Et puis en plus, on y a passé 3 mois, donc ça, c'était chouette de pas avoir d'histoire de vol, de date à gérer. En fait, on avait vraiment le temps. On était partis cette année-là en plus sans rien réserver, enfin pas réserver trop de logements. On s'était dit on en a marre parce qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie pour le coup la période où on partait c'était comme l'été chez nous, par exemple un 15 août, donc autant te dire que les maisons il fallait vraiment que ce soit bien calé. Par contre en Afrique du Sud on s'était dit on part un peu plus à l'aventure. Finalement, on s'est retrouvés à réserver parce que c'était un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Mais là, déjà, il y a vraiment des endroits où on s'est retrouvés au milieu du Lesotho à faire du cheval pour la première fois avec eux dans des endroits super sauvages.
On avait emmené les Draisiennes en fait quand ils étaient en Afrique du Sud. C'était la première année. Ah oui, vous voyagez vraiment en mode déménagement. On avait les Draisiennes, mais ça nous a sauvé notre voyage parce qu'en fait, on pouvait se balader partout avec eux parce qu'ils avaient leur Draisienne. Donc en fait, ils suivaient. Ils étaient hyper contents de faire de la Draisienne. Et on s'est retrouvés donc dans des petits villages à tracer avec tous les enfants des villages et eux en Draisienne après. Donc ils prêtaient leur Draisienne aux petits. Enfin, c'était vraiment génial. Donc là, on était déjà vraiment dans des paysages complètement différents. Et ensuite, l'année d'après, donc on est parti en Colombie, au Panama et au Costa Rica. Donc là, Colombie, c'est pareil, un changement quand même sur pas mal de paysages. On est arrivé à Bogota et en fait, on avait loué une voiture aussi et on a traversé toute la Colombie jusque sur la côte Pacifique. Alors là, j'avais essayé de me renseigner et puis je voyais pas du tout trop de gens qui avaient fait notamment une partie de route qui est au-dessus de Barichara, entre Barichara et la côte Caraïbe. J'avais pas d'infos et là, c'était quand même vraiment l'aventure. Enfin, les seuls conseils que j'avais eus, c'était franchement, évite de rouler de nuit au cas où quoi. Bon, d'accord. Donc là, on savait même pas, il n'y avait pas d'hôtel en ligne en fait, parce que c'était tellement pas touristique que c'est les hôtels qui sont connus que des locaux et tout. Donc ça, c'était pareil, c'était une petite partie d'aventure, mais c'était chouette. J'aime bien après, enfin. Ces passages-là, ça reste quand même gravé plus qu'un truc tout bien calé, quoi. Vous noterez qu'à chaque fois, c'est quand même des destinations un peu surf. Oui. Il y a quand même une petite vague par-ci, par-là, j'imagine. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent qu'avant 4-5 ans, les enfants, ils n'ont pas de souvenirs et que donc ça ne sert à rien de les emmener parce que de toute façon, ils ne s'en souviendront pas? Je pense qu'en fait, ils se souviennent de beaucoup plus de choses que ce qu'on veut penser, et même s'ils le verbalisent pas, ça fait partie de leur développement, en fait. Et puis, ce qu'on pourra pas nous enlever aussi, c'est tous les moments qu'on a vécu avec eux parce qu'on a été en voyage pendant longtemps, à prendre le temps avec eux. Et le truc, c'est que quand on est chez nous, on est quand même plus, enfin en tout cas moi c'est ce que je constate, dans un rythme un peu plus effréné où il y a le travail qui nous rattrape, ils vont à l'école, enfin voilà, finalement on est moins 24/24 qu'en voyage où on est à fond avec eux et en fait toute leur première fois, nous on en a vécu vraiment beaucoup grâce au fait de partir avec eux. On était, c'est en Nouvelle-Zélande qu'ils ont fait leur premier pas. Ouais, j'en ai des frissons rien qu'à en reparler parce que c'est vrai que c'est un souvenir qui est impérissable et on était là tous les deux, chacun pour leur premier pas. Enfin, c'est un truc, je pense que si on avait été dans notre rythme en France, je suis pas sûre qu'on aurait assisté. Enfin, ensemble, peut-être, mais pas sûr. Après, en Australie, ils avaient 2 ans, mais ils se souviennent quand même des kangourous. Ils s'en rappellent d'en avoir vu, de les avoir vus sauter, d'avoir couru après. Et je pense que le voyage qui les a plus marqués, donc ils avaient 3 ans, là pour le coup c'était l'Afrique du Sud, avec tous les animaux. Là, voir les girafes, les éléphants. On les voit sur les livres en papier glacé. Et du coup, ils sont hyper forts en nom d'animaux. C'est un truc de dingue. Enfin là, ils écoutent en plus des histoires sur les animaux et ils sont meilleurs que nous sur certaines connaissances. C'est dingue. Enfin, ça les intéresse vachement, du coup. Alors, le dernier voyage que vous avez fait, qui finalement s'est soldé par non-retour à l'école, puisque vous avez enchaîné quasiment. Vous êtes parti en Asie. Et là, vous êtes vraiment parti dans des coins, vous êtes allé au Myanmar, qui sont ouverts aux touristes depuis peu, qui ne sont pas des endroits démocratisés pour ce type de tourisme en tout cas. C'était encore plus fou. Ouais, c'était un pays coup de cœur. Vraiment, on a adoré le Myanmar. En fait, c'est quand même ouvert au tourisme. Enfin, ça se développe de plus en plus. Mais ça fait une dizaine d'années, je crois, ouais. Et après, c'est vrai qu'il y a encore des coins qui sont interdits pour des raisons de sécurité, en fait, parce qu'il y a encore des affrontements. Et vraiment, on a aimé toutes les choses variées qu'on a fait dans ce pays. On est parti donc au début, on a passé quelques jours
à Yangon, là où on est arrivé. Ensuite, on est parti dans les campagnes. On a fait donc du scooter. Ça nous tardait parce qu'on n'en avait pas refait depuis la Thaïlande. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'en Asie où on peut se faire comme ça des trips en scooter. Oui, ils sont 8 sur le Voilà, scooter. exactement. Et donc là, retrouver nos petites habitudes... Ouais, de pouvoir se sentir libre comme ça, de bouger à droite à gauche sur notre scooter. En plus, les petits, ils adorent ça. Et puis, ils nous le réclamaient depuis la Thaïlande. Du coup, ils avaient 2 ans, ils s'en rappelaient. Donc, on se souvient quand même de pas mal de choses. Et ensuite, on est parti dans des ethnies. On a vécu dans des montagnes aussi, dans une famille. Ensuite, on est parti sur un bateau pour aller rencontrer des villageois où les hommes en fait pêchent en collaboration avec les dauphins. Enfin, on avait vécu plein de trucs différents. Et finalement, les endroits qu'on a le moins aimés, c'est les endroits qui sont très touristiques comme Bagan. C'était super beau, mais en fait, ça gâche un peu tout, qui est tout le monde en train de se prendre en photo. Ça nous a un peu saoulés. Et pareil, Mandalay aussi, il y avait pas mal de monde sur certains endroits. Donc, mais en fait, dès qu'on sort des endroits qui sont à ne pas rater là-bas, on arrive à vraiment trouver des choses fabuleuses. Et surtout, le contact avec les gens dans ce pays était dingue. C'était vraiment très authentique. On sentait qu'ils étaient pas gentils juste parce qu'on était des touristes, mais que ils sont vraiment comme ça. C'était super, ouais. Alors, comment tu peux expliquer aux gens comment est-ce que tu prépares ce type de voyage où clairement il n'y a pas 15 guides du routard ni une communauté française d'expats qui peut t'aider? Comment est-ce que tu traces votre chemin pour essayer de sortir des sentiers battus d'ailleurs? Ouais, alors du coup, je me base sur... donc je fais des recherches pour voir quand même s'il y a des articles de blog qui existent. J'arrive quand même souvent à en trouver, alors même si c'est pas forcément avec des enfants, mais voilà, ça commence à me donner des inspirations. J'utilise pas mal Pinterest aussi, je fais des tableaux fait. Ouais, dès que je vois... souvent, l'inspiration vient aussi d'Instagram parce que je suis quasiment que des comptes de voyageurs. Donc, quand je vois une photo passer, je fais « Ah, tiens !» Et puis après, j'en vois une autre du même endroit. Je fais « Bon, alors là, vraiment, il y a un truc qu'il faut que je creuse. » Donc, je creuse après sur les blogs. Sur Pinterest, j'enregistre souvent les articles de blog que je trouve. Enfin, voilà, c'est un petit cercle. Ensuite, j'utilise beaucoup le Lonely Planet. Donc je le surligne dans tous les sens. Mon guide ne ressemble plus à rien après, mais voilà, pour moi il faut que j'écrive, il faut que je surligne, que je corne les pages, et puis au fur et à mesure l'itinéraire en fait il se met en place. Ensuite je regarde, alors je me mets aussi dans des groupes Facebook, souvent il y en a des Français expatriés, donc j'étais rentrée dans un groupe sur le Myanmar et puis aussi sur les Philippines puisqu'on est parti donc aux Philippines après. Et là, finalement, on apprend aussi pas mal de choses concrètes, locales, sur place. Donc des choses qui ne sont pas forcément marquées dans les guides ou où on a du mal à trouver les infos. Je regarde après aussi par rapport au logement. Donc j'essaye de trouver des échanges de maisons. Alors là, en Asie, j'en avais pas trouvé. Donc après, des locations ou des hôtels. Enfin, ça dépend un petit peu des pays, là, pour le coup, au niveau des logements. Et puis, voilà, je fais un mix avec tout ça. Ça me prend pas mal de temps, mais c'est vrai que sur la Birmanie, j'avais quand même pas mal calé l'itinéraire. Sur le début des Philippines aussi, parce que j'avais entendu dire qu'il fallait, que c'était quand même certains endroits, il fallait mieux réserver. Et avec des enfants, en fait, on a toujours peur d'être en galère de logement. C'est un truc, on peut se le permettre si on est 2, de dormir. Mais avec des enfants, tout de suite, on sait que ça peut quand même vite être galère. Donc j'essaye quand même d'anticiper un petit peu. Mais en même temps, j'aime bien cette sensation de liberté qui est liée au fait de ne pas réserver et de pouvoir changer les plans en fonction de la météo, en fonction de si un endroit nous plaît. Tiens, on peut peut-être rester plus longtemps. Donc c'est ce qu'on a fait sur la deuxième partie des Philippines. On avait dit, on réserve le début dans les endroits qui semblent plus touristiques, l'île de Palawan, tout ça, où il y a plus de monde. Et par contre, après, on se laisse libre de bouger sur les îles qu'on veut. Et là, on réservait un peu plus au jour le jour. Est-ce que maintenant que tes enfants sont assez grands,
tu les inclus dans cette préparation? Tu leur fais... D'ailleurs, je te parlais de cahiers ou d'aller se renseigner un peu sur le voyage, ou c'est au fur et à mesure pendant le voyage? C'est vrai qu'on les inclut pas trop. Enfin, on leur pose des questions plus sur ce qu'on va faire tel ou tel jour, ce qu'ils ont envie de faire. Parfois, ils n'ont pas envie de bouger, donc on reste tranquille. Mais c'est vrai qu'après, pour l'instant, non. Je pense que ça viendra un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de contraintes à gérer. Donc, parce que j'ai aussi la contrainte vague à gérer pour James. Alors là, non, cette année, on avait trouvé un bon deal. En fait, il est parti tout seul 3 semaines en Indonésie à l'automne, ce qui fait qu'il avait pris bien son quota de vagues. Et après, donc, on a finalement Birmanie, il n'y avait pas de vagues. Et puis Philippines, on a été seulement sur une seule île, parce que de toute façon, c'était pas trop la période et tout ça. Donc là, cette année, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop cette contrainte. Mais après, les autres années... gérer des pays qui soient safe pour les petits, avec des vagues. Et puis en plus, à la fin, il me saoulait parce qu'il voulait des pays où on pouvait surfer sans combi. Parce qu'il y a ça aussi. Du coup, il y a par exemple... chaud, ouais, voilà. Parce que Nouvelle-Zélande et Australie, c'était avec combinaison quand même. L'eau était pas très chaude. Et puis en plus, il y avait un peu de risque de requin aussi en Afrique du Sud. Enfin voilà, donc il faut combiner avec tout ça. T'as un beau tableau Excel qui remplit tous tes critères. Il y a un autre aspect dans tous ces voyages, c'est un aspect budget. Oui. Est-ce que vous vous limitez, vous avez une enveloppe globale pour les 4 mois et vous gérez au jour le jour? Comment est-ce que vous gérez de voyager au niveau de l'argent? Généralement, c'est une enveloppe. Ouais, on part sur une enveloppe et puis je fais des points un peu pendant le voyage. En fait... En voyage, il y a des moments où on va dépenser énormément parce qu'en fait, on a par exemple, on va faire un plein de courses, on va faire un plein d'essence si on loue une voiture, on va payer notre logement, par exemple, pour la semaine. Et puis après, pendant plusieurs jours, finalement, ça va s'équilibrer, on va pas bouger, Donc, il faut essayer de combiner avec tout ça. Après, il y a des pays qui sont plus chers que d'autres. La chance qu'on a eue, c'est que dans les pays qui sont chers, donc Nouvelle-Zélande et surtout l'Australie, ça coûte une fortune, l'Australie. Et du coup, là, on avait réussi à se loger en échange de maison, donc ça, c'était pas mal. Mais sinon, ouais, en fait, c'est plus une enveloppe. Et puis après, si je vois que on s'est fait un peu plaisir sur les logements et tout, après, on va se détendre un peu et puis on trouve des trucs qui sont moins chers pour équilibrer. On essaye vraiment de rester dans ce qu'on s'est fixé, quoi. L'année prochaine, tes enfants ils vont rentrer au CP? Oui. Alors jusqu'ici, c'était pas obligatoire l'école? Si, encore ça si, l'était. C'est devenu, Oui, t'as raison. ça l'était. Ouais, c'est vrai que c'est devenu. Ouais. Ça changera rien le fait qu'ils rentrent au CP parce que là tu changes, c'est plus les mêmes directeurs et directrices? C'est la même directrice. Ok. Parce que, donc tu peux continuer sur ce rythme? Je pense. Après, en fait, chaque année, j'envoie quand même une lettre au rectorat pour expliquer que voilà, on s'en va 3 mois. Donc, je reçois toujours un courrier qui dit que normalement, on a l'obligation à partir du moment où on les a inscrits, qu'ils soient scolarisés. Donc, c'est vrai que je sais pas trop. Nous, je pense qu'on fait les choses bien parce qu'on reste en relation avec les maîtresses et puis on essaye vraiment de faire en sorte qu'ils suivent le même rythme scolaire, qu'ils apprennent les choses. En fait, ce qu'on veut pas, c'est que ce soit du travail en plus pour les maîtresses quand ils reviennent, de devoir les remettre à niveau et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Après, là, finalement, c'est vrai que ça change pas mal de choses, ce confinement, parce que là, ils vont pas retourner à l'école. Donc, en fait, c'est nous, finalement, qui commençons ils sont dans l'âge où ils apprennent à lire et à écrire. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, c'était ce qui m'inquiétait, en fait, pour le CP. Et donc, voilà, je pense qu'on en discutera un peu plus avec le personnel enseignant, mais...
moi, je pense qu'on va essayer de continuer là-dessus. Et puis après, quitte à les inscrire au CNED, s'il faut au CNED ou il faut que je me cale un peu plus sur les histoires d'instruction en famille parce que je suis pas encore trop au point. En fait, ça s'était pas posé, mais bon, après à voir. Non, parce que c'est une réalité, si vous voulez continuer votre mode de vie, il y a malheureusement des cadres, enfin malheureusement, en tout cas qui ne sont pas pour l'instant adaptés tout à fait à votre mode de vie, même si, heureusement, comme tu dis, il y a des directrices ou des gens qui sont bienveillants et qui comprennent ce que vous faites. Ouais. Mais au plus vous allez avancer dans l'âge, peut-être plus vous allez rencontrer de problématiques. Après, je crois que c'est vraiment... oui, il y a un cadre, mais après, il y a aussi... il faut quand même se rendre compte que ce qu'ils vivent, ils apprennent des choses de dingue en fait sur la vie. Enfin, c'est vraiment l'école de la vie, voir d'autres cultures. Ils apprennent aussi des rudiments d'anglais parce que, en fait, quand on est en voyage d'anglais ou d'espagnol, ça rentre petit à petit. Nous, on en profite aussi pour pousser ces apprentissages-là, forcément. Et je crois qu'après, il y a aussi une question de compréhension de l'être humain qui est la maîtresse en face de nous pour qu'elle suive ou pas, parce que y en a qui vont nous dire mais oui, bien sûr, c'est hyper intéressant. Et puis c'est pas comme si on partait 15 jours hors période scolaire juste pour payer des billets moins chers. Enfin là, c'est vraiment un projet qui est quand même un peu plus intéressant pour eux, je pense. Mais c'est vrai que c'est délicat cette question parce que il y a un cadre, et puis après il y a aussi le fait de le faire en intelligence et le fait qu'ils apprennent aussi quoi. Fais-nous rêver, est-ce que vous avez déjà décidé du prochain voyage l'été prochain ou... Parce que vous avez eu 2 mois à la maison pour réfléchir. Moi, en fait, l'hiver prochain, j'ai hyper envie de retourner en Afrique. On a adoré l'Afrique du Sud. Après, il y a le Mozambique, la Namibie, le Kenya, la Tanzanie, Zanzibar. Tout ça, ça me fait bien de l'œil. Donc j'avais envie de prévoir 3 mois par là-bas. Après, là, c'est un peu incertain quand même avec la conjoncture. Donc... je me demande si on va pas complètement changer en fait notre manière de voyager et les pays qu'on a l'habitude de faire, et peut-être du coup essayer de trouver un camping-car et partir dans les pays du Nord. J'adore aussi la Norvège, donc là il y aurait du surf, remarque, si il veut bien mettre une combinaison 4-3 ou voire plus, mais du coup peut-être partir là-dessus et aller voir tout ce qui se passe en Laponie, faire du chien de traîneau, aller voir des aurores boréales. Enfin voilà, c'est d'autres choses qui me font vraiment rêver aussi. Donc je me dis, ça peut être l'occasion aussi de finalement de se faire un voyage d'hiver, parce qu'on n'en fait pas en fait. Par contre, et après, par contre, dans le cliché il va faire l'hiver. froid, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est une autre option. Donc, de toute façon, souvent, on réfléchit nos voyages à l'automne, parce que à chaque fois, je me dis que j'ai envie de le faire avant l'été, et puis je prends pas le temps. Enfin, les trucs, les mois passent et tout. Après, pendant la saison d'été, on est à fond avec notre boulot à l'école de surf, et puis je me retrouve en septembre, octobre, et souvent rien n'est calé. Et donc là, à chaque fois, je pète un plomb. Je me dis mais non, mais j'en ai marre. À chaque fois, je le fais trop tard. Donc du coup, cette année, je crois que là, ça va rester comme ça pour l'instant. Bon, en même temps, j'avoue que je te pose une question avec une vraie incertitude que tu ne maîtrises pas du tout. Non, mais bon, on y réfléchit. Donc, enfin, c'est vrai du coup, on se pose plusieurs options, quoi. Alors, pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote d'une galère incroyable qui vous est arrivée, qui sur le coup est pas marrante et qui, avec du recul, tu dis ça fait partie du voyage? Ouais, les galères, on en a eu quelques-unes, mais je crois que la pire, en fait, c'était en Afrique du Sud. On était en voiture, et en fait il y avait eu vraiment beaucoup de pluie. Enfin, on s'était mangé plusieurs jours avec des pluies vraiment très impressionnantes, et en fait ça avait cassé des routes. Donc du coup on a dû varier en fait. On a dû sortir de la route qu'on pensait prendre. On allait dans le Swaziland. On était sur la côte est de l'Afrique du Sud, donc on remontait vers le Swaziland, et
Donc là, obligé de sortir de la route, on commence à se retrouver dans une espèce de route, mais bon, voilà, un peu de la terre avec des immenses flaques d'eau. Donc on est là, bon, ok, bah là, soit en fait on fait demi-tour, soit on tente cette route. On voit un villageois qui nous dit non, c'est bon, allez-y, ça passe. De toute façon, ça passe toujours, hein, donc voilà. Les locaux, ça passe voilà, toujours. donc James qui commence à aller marcher pieds nus pour voir jusqu'où il a de l'eau. Ok, on commence à s'avancer et tout. Et puis, bah, en fait, au bout d'1 heure, vraiment à passer dans des chemins, mais on n'était même plus dans des chemins, en fait. On passait au milieu de champs, on est même passé sur un terrain de foot. Enfin, c'était n'importe quoi. On s'est vu vraiment planter la voiture parce que, là, on était en train de la noyer. En plus, c'était même pas un 4x4. Enfin, parce que du coup, on voulait quand même pas... on n'avait pas les moyens de se payer un super véhicule hyper élevé. Donc voilà, on a rencontré pas mal de monde dans le village qui nous a escortés et puis on a réussi à s'en sortir, mais je crois qu'on a mis 7-8 heures au lieu des 3-4 heures qui étaient initialement prévues, et puis on était lessivés, quoi. C'était surtout James du coup qui conduisait, et heureusement les petits, eux ils sont restés tranquilles, ils ont compris en fait qu'il y avait un truc pas normal qui se passait, et du coup dans ces moments-là, ils étaient nickel. Donc heureusement, je pense qu'ils comprennent vraiment qu'il y a des moments où bon là c'est pas le moment, quoi. L'intensité ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Mais on s'est vraiment demandé où est-ce qu'on allait dormir le soir. Là on savait pas en fait. Ouais. Je pense qu'on aurait trouvé un endroit où dormir dans une maison. Ils nous auraient pas laissé avec des petits au milieu de nulle part. Mais c'est vrai que c'était quand même intense. Et est-ce qu'il y a eu une fois où vous avez eu peur pour votre sécurité ou jamais? Alors on a eu, du coup en Afrique du Sud et en Colombie aussi, je crois. Il y a des moments où en fait où on voulait par exemple retirer de l'argent et en fait on attendait le village d'après parce il y a des moments où on sentait qu'il y avait des villages qui étaient un peu pas forcément habitués à avoir des touristes. Avec beaucoup d'hommes en train de boire dehors. Enfin voilà, donc on était là, là on va peut-être pas s'arrêter. Ou alors il y a des moments où par exemple, moi j'allais pas faire les courses, je restais dans la voiture et puis c'est James qui descendait. Voilà, on a surtout senti des passages comme ça, mais on n'était pas obligé de s'arrêter, donc finalement on n'a jamais... Par contre en Afrique du Sud on sortait pas le soir. Voilà, ça on le savait. Mais bon, avec des enfants, de toute façon, voilà. Hein. Ça aussi, on le sait. Donc, du coup, on s'adapte, en fait. C'est vrai que, pareil, en Colombie, pour le coup, on faisait attention à ne pas rouler de nuit, comme on nous l'avait conseillé. Voilà. Là, c'est vraiment ma dernière question. J'ai toujours plein de dernières questions. Est-ce que tu as la sensation, depuis que tu as ouvert ton blog et ton site et ta page Instagram, qu'il y a de plus en plus de parents qui se lancent et qui osent aller partir longtemps parce que grâce à tout ce que tu peux dire aussi ou écrire et donner des idées, ça rassure et ça encourage? Ouais, je pense. Alors, je suis pas la seule, du coup, à avoir un blog voyage, donc, voyage en famille. Mais c'est vrai que le fait d'en parler, je le ressens surtout avec les parents de jumeaux, du coup, parce que, pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui est dit sur le voyage avec des jumeaux. Et il y en a beaucoup qui me disent « Non, mais je suis trop contente de tomber sur votre compte et de découvrir tout ce que vous faites avec les petits. Du coup, ça me conforte dans l'idée que je vais pouvoir continuer, moi aussi, à voyager avec des jumeaux, même s'ils sont petits. Ouais, c'est vrai que ce genre de message, ça pousse à continuer, ça fait très plaisir. Et puis, c'est le but, hein, d'inspirer, de montrer que c'est possible. Ouais, puis tu fais un boulot, c'est un vrai travail de reconnaissance, tout ce que tu viens d'expliquer dans l'épisode, comment tu organises tout. Si tu le remets dans tes articles, tu nous sauves du temps. Tu nous fais gagner du temps. Oui, ouais, les itinéraires, tout ça, c'est vrai, ouais. Et que c'est faisable, et que c'est possible. Donc tu peux le dire aux parents, allez-y voyager avec vos enfants, c'est génial. Ah oui, complètement. Et puis après, ce que j'ai envie de dire, c'est que même si c'est pas un voyage à l'autre bout du monde, rien que le fait de se mettre dans la démarche d'aller explorer ensemble, et même si c'est là en France pour cet été, mais dans un endroit qu'on connaît pas, c'est génial aussi, parce qu'en fait on est dans la même démarche et on est dans ce temps de qualité qu'on passe ensemble en dehors de la maison.
Moi là, je rêve juste qu'on reparte juste camper, même pas loin. Enfin voilà, c'est aussi des aventures en fait qui sont faisables et c'est aussi des petits voyages. Écoute, tu as 100 km autour de toi. Oui, pour voilà. le faire. J'ai le Lonely Planet de ma région, j'y travaille. Alors, sauf que je précise un truc, tu habites au Porche, donc toi déjà, tu as une partie du cercle où tu peux pas aller, c'est dans la mer. Ouais, c'est vrai. Ça te découpe la moitié du cercle pour aller à 100 km. Mais on a une très belle région, on va le dire et le redire, donc faut aussi venir vers chez nous, c'est sympa. Ah oui, tout à fait. Aventure. Bah, moi, franchement, juste les 10 km qui nous mènent à la plage, c'était le bonheur de la retrouver, c'est clair. Merci beaucoup, Solène. Merci, Clémentine. C'était Solène, autrice du blog Trip and Twins, que vous pouvez retrouver sur son site web pour avoir plus de destinations et d'itinéraires à suivre. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence, et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que j'ai ouvert un compte YouTube avec des cours de yoga, mais surtout que j'ai un nouveau site web, clémentinesarlat.com. N'hésitez pas à y aller pour pouvoir écouter les épisodes, pour pouvoir voir toutes les recommandations, lectures dont je parle souvent sur les réseaux sociaux si jamais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Voilà, allez faire un tour, à la semaine prochaine, prenez soin de vous.